Bonjour à tous, ça fait pas mal de temps que je voulais faire cette vidéo. J'avais pour idée de prendre des gens connus de la politique, des acteurs, n'importe quoi, pour dresser des bilans ayurvédiques des gens, sans forcément les connaître personnellement. Et je trouvais que c'était intéressant de faire des petites vidéos là-dessus. L'idée, c'est pas de faire une synthèse du point de vue santé, médical, etc., mais plutôt comment on peut ressentir les énergies des gens, juste en les voyant, en nous aidant de leur constitution, visible, moins visible ou ressentie. Voilà, donc cette petite vidéo est une introduction aux prochaines vidéos, et on va faire un petit topo sur les concepts de base en Ayurveda qui vont vous permettre de mieux apprendre les vidéos suivantes. Alors en Ayurveda, on utilise évidemment beaucoup de mots en sanskrit qui ont un intérêt particulier, qui ont vraiment un sens complet dans leur prononciation et d'autres choses. Pour d'évidentes raisons de simplicité, on va principalement parler avec les mots français. Je donne ça comme information vraiment importante pour dire à quel point chaque fois qu'on va utiliser le mot en français, c'est vraiment une réduction assez importante du sens que le mot peut avoir s'il était donné en sanskrit. Un mot qui est un peu utilisé par pas mal de monde, c'est le dharma par exemple. Dharma, si on considère le dharma comme juste un but dans la vie ou une vocation, on est vraiment loin de la réalité. Mais c'est déjà un début, donc l'idée n'est pas de criminaliser les mots en français, les traductions, mais juste de dire qu'ils représentent uniquement un petit bout de la réalité des choses. Voilà, donc le premier concept en Ayurveda, on va aller très vite, hein, vraiment l'idée de cette vidéo, c'est qu'en juste quelques minutes, on puisse parler de tous ces concepts pour que vous ayez juste des clés de compréhension minimum quand vous allez regarder les vidéos. Donc le premier concept de base, c'est les 5 éléments. On en parle dans plusieurs cultures, dans plusieurs traditions. Les 5 éléments pour l'Ayurveda et pour les traditions indiennes, ce sont vraiment la base fondamentale de toute compréhension de la vie. Le premier, c'est Akasha, c'est l'espace. L'espace, c'est ce qui permet aux autres d'exister. Puisqu'on a de l'espace, les autres peuvent rentrer dedans. Toute matière peut rentrer dans l'espace. Si on n'a pas d'espace, si on n'a pas de vide à un moment donné, on peut rien mettre dedans. Voilà, donc c'est vraiment important de commencer par celui-là. Le deuxième, c'est Vayu, c'est l'air. L'air, c'est évidemment tous les gaz, mais c'est surtout tous les mouvements de gaz. Un robinet qui coule, par exemple, c'est peut-être que de l'eau qui coule. Par contre, il y a Vayu, ou une rivière qui coule, c'est encore plus parlant. Donc Vayu, c'est vraiment tout ce qui est mouvement. Le troisième élément, il est central sur les 5, c'est vraiment celui du milieu, c'est Agni. Agni, c'est le feu. Le feu, faut pas forcément imaginer le feu qu'on pourrait avoir dans une cheminée, mais plutôt le feu de la transformation. Dans notre corps, on a un feu grossier, un feu subtil. Le feu grossier, c'est ce qui permet de chauffer tout le corps, donc de maintenir notre corps à 37 degrés en permanence, de digérer toute la nourriture qu'on va manger. Et il y a un feu plus subtil, qui est plutôt basé dans la tête et qui a plus vocation de lumière. Vous savez, quand on fait du feu, même un feu de cheminée, il fait beaucoup de chaleur, un peu de lumière. Une ampoule électrique, elle fait peu de chaleur, beaucoup de lumière. C'est l'usage principal. Pour nous, c'est pareil. On a le feu à l'intérieur de nous qui permet au reste de fonctionner et à la digestion de la matière. Et on a aussi ce feu intellectuel qui nous permet de digérer les informations et de comprendre, d'analyser, etc. Tout ça, c'est grâce à ce feu un peu plus subtil que le précédent. Le quatrième élément, c'est l'eau. On appelle Jala ou Apas en fonction. L'eau, c'est donc tous les liquides, comme on peut l'imaginer, c'est pas très compliqué, mais de l'huile, c'est Jala, etc. Il y a plusieurs exemples comme ça. Le dernier des 5 éléments, Prithvi, la terre, c'est tout ce qui est matière solide. C'est un peu plus simple à comprendre. D'après moi, c'est la traduction, la terre. Si on parle de solide, tout ce qui est solide, on va dire qu'on est assez proche du sens littéral quand on parle de Prithvi. Mais c'est bien d'utiliser les deux, en tout cas de savoir que les deux existent, même si on vulgarise en parlant avec les mots en français.
Voilà pour les 5 éléments. Vous imaginez bien que ça mérite de passer 1 heure ou une journée à discuter de ça pour chacun des 5 éléments. Mais comme je vous ai dit, l'idée de cette vidéo, c'est d'aller un peu vite. Voilà, d'être concis. Le deuxième concept en Ayurveda vraiment important, c'est l'idée des doshas. On parle souvent des doshas, c'est un peu la porte d'entrée en général en Ayurveda. Donc il y en a 3, Vata, Pitta, Kapha. On va dire que les doshas, ce sont les intelligences qui gouvernent notre corps, toutes nos fonctions du métabolisme, et qui utilisent les 5 éléments. Voilà, les 5 éléments, notre corps est composé des 5 éléments, et c'est grâce aux doshas que ces 5 éléments produisent de la vie. Au moment de notre mort, on a à peu près plus trop nos 5 éléments en l'état de fonctionner, puisque les doshas sont complètement partis. Même si la matière est encore là, comme je vous ai dit, les 5 éléments, ça va un peu au-delà de la matière, mais les doshas, c'est vraiment les 3 intelligences qui vont gouverner d'abord l'existence des 5 éléments et leur mise en place ensemble. Vraiment, il y a un travail de coordination et de fonctionnalité. Les 3 doshas, donc c'est quelque chose qu'on a tous en nous, c'est grâce à eux qu'on vit, comme on vient de le dire. Faut se dire aussi que c'est grâce à eux ou à cause d'eux qu'on tombe malade. La définition littérale de dosha, c'est ceux qui abîment. Donc ça peut étonner un peu. Mais en tout cas, c'est parce qu'un dosha est déséquilibré, souvent par excès, qu'on va avoir un dérèglement de la santé. Voilà. Donc il faut en prendre soin de nos doshas. Le troisième point important en Ayurveda, c'est la notion de constitution. Ça c'est vraiment propre à ma connaissance à l'Ayurveda. Il y a peu d'approches naturelles de santé dans le monde, me semble-t-il, qui parlent de cette approche très spécifique de chaque individu. On a vraiment une singularité et la manière d'en parler, de communiquer sur cette singularité qu'on a tous, c'est de parler de l'équilibre et de la proportion qu'on a entre nos 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Donc on a tous une constitution différente. Notre constitution, on la garde depuis notre naissance jusqu'à notre mort. C'est un peu une matrice, c'est notre ADN, notre carte, comment on peut dire ça, notre plan de fonctionnement. Et donc de connaître notre constitution, ça permet d'œuvrer au quotidien pour aller dans son sens, dans le sens naturel de notre constitution, et donc dans le sens naturel de santé. La constitution donc va influencer notre métabolisme et donc notre état de santé, mais par des canaux un peu subtils, ça va aussi orienter nos émotions, ou influencer certaines émotions à être plus présentes que d'autres, et notre mental. Alors les émotions et le mental sont influencés par d'autres choses, plein d'éléments extérieurs, notre éducation, notre vie, nos rencontres, nos relations, nos expériences, mais aussi par notre constitution. Donc quelqu'un qui a un tempérament où Pitta va être dominant, je donne un exemple parmi d'autres, il y aura probablement des émotions de feu, sous-entendu peut-être de la colère en excès quand il y aura un dérèglement. Voilà, on peut avoir toutes ces émotions qui sont influencées, comme je l'ai dit, je le répète, entre autres choses par nos doshas. Donc notre constitution. Voilà. Dernier point que je voulais aborder, c'est les 3 gunas. Donc on a sattva, rajas et tamas. Encore plus que les autres, j'ai envie de dire que ce sont des points sur lesquels ça mériterait de passer des heures à en discuter. On est vraiment dans quelque chose de très subtil, assez impalpable, et pourtant fondamentaux, puisque c'est grâce à ça qu'on va être malade ou pas, est-ce qu'on va être heureux ou pas. C'est grâce à ces 3 gunas qu'on va gérer notre vie d'une manière ou d'une autre. Contrairement à notre constitution, c'est des choses qui bougent constamment, donc on peut agir dessus, on peut en baisser un qui nous poserait problème, ou en augmenter un qui serait pas assez présent. Le premier, c'est sattva, c'est la clarté. Sattva peut pas être en excès. On ne peut pas avoir trop de sattva. Sattva, c'est quand on est complètement connecté au monde, à l'univers,
à la vie profondément. Par définition, ça passe directement, ça bypass, ça court-circuite le mental et les émotions. Ce qui est assez compliqué dans notre vie quotidienne, pour le commun des mortels, mais c'est un peu la démarche qu'on fait quand on pratique le yoga ou n'importe quelle sorte de méditation. On est quand même dans une recherche de clarté et de limiter l'influence, toujours à nouveau des éléments extérieurs, mais aussi de notre mental et de nos émotions qui sont parfois bien mauvais conseillers. Le deuxième, c'est Rajas. Rajas, on va pas le montrer du doigt, c'est quelque chose qui est important d'avoir. Les trois sont importants. Rajas, c'est l'action, c'est vraiment tout ce qui est dynamique. Transformation, action, on est vraiment dans Rajas. Quand on se lève le matin, qu'on va travailler, qu'on fait des choses, qu'on va s'amuser, qu'on va jouer de la musique, aller se promener, on est dans Rajas. Pas uniquement, mais on est vraiment dans l'action. Si on a Rajas en excès, on va avoir des émotions qui vont se manifester, peut-être de l'impatience, problème d'humeur, on va avoir des petits soucis de santé probablement qui vont se manifester, mais ça ne sera pas très grave. Et on pourra avoir des problèmes de sommeil, des trucs comme ça. En tout cas, ça veut dire qu'il y a une manifestation du corps qui nous dit qu'on n'est plus dans une symbiose avec la nature, on est en train de s'écarter de quelque chose. Donc il y a inévitablement des signes avant-coureurs, avant la maladie. Mais en tout cas, il peut y avoir de petits désordres. Mais ça peut être aussi des désordres émotionnels, des réactions, des manières d'être, qui sont pas forcément souhaitables. Un agacement, une colère, quand on est vexé, toutes ces choses-là, on est vraiment dans Rajas, c'est qu'on s'est déconnecté d'une réalité. Et souvent, c'est l'ego qui crée ce problème. Troisième énergie, troisième guna, c'est tamas. À nouveau, tamas, on ne va pas criminaliser tout de suite, même si un excès de tamas est vraiment préjudiciable. Tamas, ça va être l'inertie. Alors l'inertie a tendance à ne pas bouger, mais l'inertie a cette faculté de continuer un mouvement qui a été lancé, même quand il n'y a plus l'énergie qui la lance. Une pierre qui tombe, c'est bien l'inertie qui la fait tomber de plus en plus fort. Voilà. Donc tamas, c'est l'inertie, c'est grâce à tamas qu'on s'endort le soir. C'est vraiment la fin d'un cycle, quelle que soit l'échelle, sur l'échelle d'une journée, l'échelle d'une vie, à l'échelle d'une relation. La fin de quelque chose, un artiste, par exemple, qui va terminer son œuvre et dire voilà, mon tableau, j'y touche plus, c'est terminé. C'est vraiment l'énergie tamas qui va venir à ce moment-là lui dire ok, maintenant on passe à autre chose, ça c'est terminé. La fin de la vie, quand on meurt, on est dans tamas également. Quand tamas est dominant, on peut avoir des problèmes de santé. La maladie, c'est directement une manifestation de tamas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les deux autres, sattva et rajas, c'est-à-dire que tamas est dominant. Si on n'arrive pas à se lever le matin, si on est dépressif, si on est complètement angoissé, si on a des crises de colère, des violences, c'est vraiment une énergie tamas qui domine, qui était latente, qui vient pas de sortir, mais qui se manifeste un peu plus que d'habitude. Voilà, donc il y a vraiment cette énergie. On en parlera peut-être dans des vidéos suivantes, quand on parlera de sujets d'actualité. En tout cas, je le dis une dernière fois, on est allé un peu vite sur chacun de ces points. Ce qui est vraiment intéressant, voire passionnant, c'est de voir à quel point on peut observer sans jugement une situation sur soi-même, sur les gens avec qui on vit, sur la politique, sur ce qui se passe dans d'autres pays, par rapport au regard de l'Ayurveda. Donc, en maîtrisant, ou en tout cas en connaissant un petit peu ces concepts, les trois doshas, les 5 éléments, on verra si on a besoin d'en parler souvent, pas forcément, mais les 3 doshas et les 3 gunas, c'est vraiment 6 énergies qui s'emboîtent entre elles, qui ont des affectations sur notre corps, sur notre santé, mais aussi sur le monde. L'Ayurveda, c'est pas une lecture du corps humain, c'est une lecture de la vie. Ayurveda, c'est la science de la vie. On est sur quelque chose de très très global. Donc, ce qui nous intéresse souvent, c'est quand même les phénomènes de société, de santé personnelle, mais c'est parfaitement transposable à la nature, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, au cosmos, aux planètes, à toutes les échelles. Voilà. Donc,
les vidéos vont être basées sur ce genre de choses, une analyse, je dirais pas objective, mais en tout cas sans jugement, d'un événement, d'une personne, d'une situation qui m'intéresse. Si vous êtes curieux d'une chose particulière, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si j'ai des choses à dire dessus, je pourrais faire une petite vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!